Alors, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'ami Gunhead. Comment vas-tu, Gunhead? Eh ben écoute, merci tout d'abord pour ton invitation et pour répondre à ta question, bah écoute, je vais bien. Voilà. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Écoute, je suis très content de te recevoir sur la chaîne. Ça fait un moment qu'on devait faire cette vidéo. Je sais qu'on devait déjà la faire l'année dernière, je crois. Et puis, pour plein de raisons, moi, c'est vrai qu'après, j'avais mis un peu ma chaîne en pause, puis ça, je déménageais, tout ça. Donc, on avait reporté ça. Et puis, ben, je suis très content de pouvoir enfin faire cette vidéo avec toi depuis le temps. Donc, comment vas-tu déjà? Comment ça va? Tes impressions du moment? Bah écoute, pour l'instant, tout va bien, on va dire. Pas de soucis particuliers, hormis ceux dont on a Oui, fait écho ici et là, mais dont il m'est strictement interdit d'en parler. Donc, je sais, je vais pas on n'en parlera pas, donc, je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais bien sûr. sinon, bah écoute, les livres se portent bien parce que, bah, mine de rien, je sors régulièrement des nouveaux bouquins sur ce qui me plaît en fait. Et Bien je sûr. pense que c'est un peu la clé pas du succès, mais la clé pour se faire plaisir, c'est faire des choses qu'on aime et pas se forcer à faire des choses voilà, qui nous déplaisent ou dont on se sent obligé de faire pour essayer de plaire au plus grand nombre. Donc Bien maintenant, sûr. c'est un petit peu ma philosophie. Sur ma chaîne YouTube, je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et puis pour les livres, c'est pareil. Donc Eh voilà. bien, je pense que c'est justement grâce à cet état d'esprit que je dirais que ça marche, hein, que ça soit ta chaîne YouTube ou les livres. Moi, je sais que pour l'instant, j'ai que les deux premiers, hein, que j'avais récupéré justement en convention quand on s'était croisés. Je m'en souviens. Et c'est vrai qu'il faut que je récupère d'ailleurs. Il y en a deux autres derrière, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Trois autres? Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, c'était la Edge Convention, c'était ma première convention en tant Ouais, qu'invité. Donc, bah, je remercie Big Cam, Biggie de m'avoir ouais, effectivement associé à cette organisation. Et puis surtout, bah, l'ami Edge, parce là, que bien il a sûr. aussi été le premier à m'accueillir, alors que j'étais pas spécialement connu et que j'étais pas non plus une pointure, on va dire, sur YouTube. Donc, merci à ces deux personnes de m'avoir invité. Et puis toi, tu as été effectivement avec ta compagne, bah, vous avez été les tout premiers acheteurs de mes deux premiers bouquins. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens en plus. Ouais, ouais, c'était vraiment, alors là, vous aviez les tout premiers exemplaires. Et le numéro 2 venait juste de sortir, donc Ouais, c'était ouais. cocasse. Donc, ouais, donc les chroniques, il y a 4 tomes. Donc, voilà, bah, celui que tu as, ça commence à la fin des années 70, et puis on aborde un petit peu les années 80. J'évoque que les consoles de la loose, les Ouais, consoles qui ont connu des destins un peu tragiques, comme la ColecoVision, bien la sûr. Vectrex et autres. Et puis le tome 4 s'achève avec un combo fatal 32X, Saturn et Dreamcast. Donc c'est le volume spécial Sega. Ouais. Et voilà, donc on balaye comme ça 40 années de jeux vidéo. Ouais, mais Euh, c'est sous forme d'humour, hein, franchement, il faut. J'invite les gens à, s'ils ont l'occasion de récupérer ton livre, parce que justement, je trouve que ben, il y a beaucoup d'humour, les mises en page sont super. Tu as trouvé, je trouve, ben, franchement, entre les babes et puis les clins d'œil et puis ton écriture, non, franchement, la lecture est très agréable. Donc, je conseillerais tous les abonnés de la chaîne qui te connaissent pas, même si je pense qu'on a à peu près le même cœur de cible, donc beaucoup de mes abonnés te connaîtront, mais franchement, s'ils n'ont pas les livres, vraiment de s'y intéresser, parce qu'en plus, c'est de très beaux ouvrages, et puis en plus, on apprend des choses dedans, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Mine de rien, moi, il y a plein de choses que j'ai appris comme ça. Donc foncez, c'est sur Amazon. Ce que je ferai, c'est que je mettrai les liens dans la description des livres pour que si jamais vous êtes intéressé, comme ça, vous pouvez aller piocher ça. Je vais commencer directement par une première question, justement. Première question assez large, on va dire, hein. C'est pour ça que je vais le laisser en bandon déroulant. Alors, tes souvenirs d'enfance dans la pop culture, je le précise, ça peut être donc film, bande dessinée, et évidemment, on va parler du jeu vidéo, c'est certain. Mais voilà, quels sont tes premiers souvenirs d'enfance déjà, ton enfance était dans quelles années? Années 70, années 80? C'est laquelle qui t'a le plus marqué finalement?
Moi, je suis vraiment, entre guillemets, un enfant des années 80 parce que je suis né en 73. Ouais. Donc, en 1980, comme, si t'es bon en calcul, j'avais 7 ans. Ouais. Donc voilà, donc c'est là effectivement où les choses commencent à se bousculer dans ma tête et où j'ai des souvenirs entre guillemets plus précis parce que avant c'est compliqué Ouais, c'est d'avoir vrai. des souvenirs. Avant 6 ans, c'est toujours compliqué. Ouais. Sauf des souvenirs traumatiques, mais Non, heureusement non, j'en c'est ai vrai. pas. Mais donc voilà, donc c'est l'époque où mon père me ramène l'Atari 2600. Donc on devait être en 81, tu vois, c'était pas non plus en Day One, on va dire, mais en 81, il me ramène l'Atari 2600, il la branche sur la télévision. Et pour moi, ça a été un choc parce que tu vois, je ne connaissais absolument rien aux jeux vidéo, j'avais jamais entendu parler de jeux vidéo. Bien sûr. Et puis voilà, il branche la machine sur la télévision. Et puis c'est un jeu qui s'appelait Combat et je vois deux petits chars qui s'affrontent à l'écran. Et pour moi, c'était magique parce que c'était voilà, la télé, on n'était plus passif, on était actif. Bon, j'ai Ouais. pas employé ces termes à l'époque, mais voilà, pour moi, c'était une petite révolution dans ma tête parce que au lieu de regarder des dessins animés, je pouvais quasiment vivre un dessin animé à l'écran. Bon voilà, et puis donc ça, c'est effectivement un premier souvenir qui m'a véritablement marqué. Bien sûr. Après, en termes de pop culture, c'est tous les films des années 80, bien évidemment, les musiques, et puis aussi, alors c'est peut-être rigolo, mais moi j'adorais la dernière séance avec Eddie Mitchell, tu sais. Ouais. C'est C'était vrai. de mémoire, je crois que c'était le mardi soir, donc le mercredi j'avais pas cours, donc on regardait la dernière séance avec Eddie Mitchell, et je me souviendrai toujours d'une émission spéciale avec des lunettes 3D. Donc il fallait Ah, acheter ouais, un journal, alors je sais plus si c'était Télé 7 jours, Télé Poche ou Télé ouais. Star. D'accord. Et les lunettes étaient fournies dedans, et donc tu les mettais, puis tu voyais alors je crois que c'était le C'est monstre génial. du marais, un truc comme ça, je sais, j'ai plus souvenir du film. Ah, trop bien. Mais, mais c'était un film, donc tu vois, l'organisation était particulière parce qu'il fallait que tu achètes le magazine. Alors, ils te le disaient bien sûr une semaine avant ou 15 jours Bien avant. sûr. Et puis le soir, toute la famille était devant la télé avec ses lunettes en 3D. Et c'était marrant. Donc après, la musique des années 80 forcément te marque plus ou moins. Et puis après, effectivement, c'était la découverte du monde de l'informatique, des jeux vidéo. Et puis c'est une passion que je n'ai jamais décrochée depuis. Avec en parallèle la bande dessinée, parce qu'avant de faire des jeux vidéo, mais Bien sûr. j'étais biberonné à Astérix, à Tintin, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, et derrière il y a quelques BD qui parlent pour moi. Donc voilà, j'ai toujours été donc voilà, BD, jeux vidéo, informatique, et puis musique et films des années 80 forcément. D'accord. Et d'ailleurs, donc là, tu viens quand même de dire à tout le monde que tu as d'abord eu une Atari. Ouais. mais alors pour l'anecdote, mon père me l'a retiré, c'est-à-dire qu'au bout de, je sais pas, peut-être un mois, parce que ma grand-mère vivait chez nous à l'époque, et ma grand-mère disait à ma mère, ouais, David, il est énervé, il est tout rouge. Quand il jouait à son tchac tchac boom, elle appelait ça, pas ça un Atari, mais elle appelait ça un tchac tchac boom. Tac, tac, boum. Alors, ça me faisait rigoler. Elle dit, il est tout rouge, il est en sueur, il faut faire, il faut faire quelque chose. Et ma tante n'avait rien trouvé de mieux à dire que, ouais, ça va abîmer la télé. En plus, j'ai lu un article où il disait Ah que ouais. ça Le détraquait la fameux, télé. ça va abîmer la télé et les consoles, ouais, c'est vrai. Parce que tu te branchais sur la prise antenne, il fallait chercher le canal, le bon canal. Ouais. Et voilà, ça apparaissait entre la chute de neige que tu avais à l'écran. Donc c'était ce côté un peu magique aussi, parce que tu recherchais ton canal jusqu'à ce que tu aies l'image. Et puis en plus, argument fatal, j'allais perdre la vue, sans aucun doute. Ah, bien Donc sûr. ça abîme les yeux, ces trucs-là. J'ai lu un article. Donc ma mère et mon père ont pris la décision de me retirer l'Atari. Et peut-être que depuis ce temps, j'ai une sorte de frustration, et tu vois, j'en veux à Atari à cause de ça. Et, Ouais. donc Non, mais après, la je suis comme ça, désinformation, elle existe vidéo, toujours en jeu vidéo, hein. Tu sais, la désinformation, elle existe toujours en jeu vidéo. Tu sais, malgré tout, même si on a vraiment avancé, il y aura toujours un journaliste pour venir dire que forcément, c'est pas bien, ça rend les enfants plus énervés. Alors, évidemment, comme tout, j'imagine qu'il faut savoir poser des limites, hein, mais c'est sûr, je pense qu'un gamin qui va jouer 8 heures dans la journée aux jeux vidéo, je pense pas que ça soit trop bon non plus, mais c'est vrai qu'il y a des limites. Et puis alors à l'époque, forcément, la technologie avançant, je me rappelle, mes parents, c'était pareil, c'était avec la NES, ils me disaient, ouais, mais ça casse la télé.
Donc voilà, fallait pas que je joue trop longtemps. Bah, nous, on était naïfs, hein, donc on croyait les adultes. Hein, donc, Bah oui, non, mais c'est certain. Et en film, t'as quoi comme goût, comme style de film? T'es plutôt science-fiction Ouais, alors c'est vrai que la première fois, alors mon père, toujours mon père, hein, qui souvent m'emmenait voir des films, j'ai le souvenir effectivement d'une séance de James Bond, je ne sais plus lequel, hein, alors là je veux dire, je suis paumé dans les James Bond, mais celui avec la deux chevaux jaunes, donc les internautes recherchent. Pardon? C'était pas Roger Moore à l'époque déjà? Si, je pense, ouais, je pense que c'était Roger Moore. Et donc, le fait d'aller au cinéma, donc à Lens, c'est là où il y avait la seule salle de cinéma disponible. Maintenant, tu as des complexes partout. Mais à l'époque, il fallait aller. Donc, je suis d'Hénin-Beaumont, donc dans le Pas-de-Calais, il fallait aller à Lens, à l'Apollo, pour aller voir un film. Et je me souviens effectivement qu'ils avaient fait tout un décorum autour de James Bond avec cette fameuse deux chevaux qui était devant le cinéma, avec forcément des faux impacts de balles et puis le logo 007. Ça m'a marqué parce qu'effectivement, c'était du cinéma à grand spectacle, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Je me souviens aussi des Star Wars, où là, effectivement, je me suis pris une claque, mais alors, t'imagines même pas, parce que quand t'es gamin et puis que tu découvres Star Wars. Alors, alors, curieusement, celui de 77, je ne l'avais pas vu, donc j'ai vu je crois celui de 82, où peut-être qu'il m'avait emmené à l'époque, mais je me souviens de l'Empire contre-attaque, puisqu'on avait été il est génial en plus. Il est génial. J'avais pas vu le 1, tu vois, donc c'était un peu curieux pour moi, mais je me suis pris une claque phénoménale. Et puis après, plus tard, voilà, d'autres films comme les Indiana Jones, forcément, les Retours vers le futur, tous ces grands classiques, on va dire. Oui, c'est vrai. Voilà, qui font aujourd'hui un peu la pop culture traditionnelle. J'allais pas voir non plus des films d'art et d'essai à l'époque, mais ça contribue effectivement un peu à ma culture générale, parce que je me suis intéressé effectivement à ça. Et pendant longtemps, je voulais être archéologue, tu vois. Moi, Ouais. Plus tard, je serai archéologue. Comme quoi. Après, rien n'est impossible, hein, tu sais pas ce que tu feras, peut-être à la retraite. Peut-être, ouais. Peut-être perdu. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené au monde de la BD aussi? Est-ce que tu as une BD comme ça qui t'a marqué et pour en tomber autant amoureux? Parce que j'ai bien compris que le monde de la BD et du jeu vidéo, je te demanderai pas de faire un choix entre les deux, hein, mais c'était vraiment important pour toi. Du coup, quelle BD t'a vraiment marqué et avec laquelle t'as rendu mordu, hein, du coup, de bande dessinée? Bah, écoute, ça je le dois à ma mère, tu vois. Autant les jeux vidéo, le cinéma, tout ça, c'était plutôt mon père. Autant la lecture, c'était ma mère, parce que tout petit, j'avais plein de pommes d'api. Donc, je sais pas si ça existe encore, hein, c'était une revue. Une revue avec des petites histoires, etc. Et j'adorais quand ma mère me les raconter, on va dire. Et puis après, elle m'a abonné au journal de Mickey. Puis ensuite, je trouvais que le journal de Mickey, c'était un peu moyen, que ça tournait un petit peu en rond. Donc, elle m'a pris Pif Gadget. Et là, Pif Gadget, ça a été effectivement une claque monumentale, parce que non seulement tu avais un gadget pour t'éclater, tu avais un jouet, en fait. Et puis tu avais un magazine avec des BD rigolotes à lire. Et puis après, j'ai continué, c'est-à-dire qu'un peu plus grand, je me suis abonné à Spirou, à Tintin, et toutes les semaines, effectivement, j'avais un hebdomadaire de bande dessinée, où je découvrais effectivement des nouveaux auteurs. J'ai dit, tiens, lui, je l'aime bien, etc. Que ça soit Léonard, tu sais, le personnage Léonard, dessiné par Turc et de Groot. Gaston Laga, forcément, les Spirou. Tintin, c'était pareil, c'était plus vieux, c'était mon père qui avait des albums Tintin et des albums Astérix, donc c'était pas vraiment ma génération. Ouais, bien sûr. Mais voilà, je me suis nourri de tout ça, et puis après, en grandissant, en devenant ado, j'ai basculé chez Fluide Glacial, Psychopathe, qui est de la BD un peu plus underground, on va dire. Encore plus tard, Ferraille, enfin, tu vois, voilà, j'ai toujours gardé une sympathie très particulière pour tout ce qui est bande dessinée, que ce soit Métal Hurlant. Enfin voilà, je suis pas cantonné qu'à du franco-belge gros nez, on va dire. Oui, bien sûr. T'as même un peu de comics où t'as des frontières que t'as pas vraiment dépassées non plus sur le comics. Ah ouais, là tu le vois peut-être pas forcément. Mais t'as The Preacher, voilà, j'ai des comics américains, mais plutôt
un style violent, un style adulte, on va dire. Oui, bien sûr. J'ai jamais trop été fan, si tu veux, des Spider-Man et compagnie, parce que quand j'étais jeune, il y avait un magazine qui s'appelait Strange. Je sais pas si, je pense que tu as connu. Hein. Donc j'en ai acheté j'en ai acheté quelques-uns, voilà, mais j'ai jamais trop accroché à cette notion de super-héros. D'accord. Oui. Moi, c'était Rahan. Je sais que, je sais pas si tu te rappelles, tu avais les Rahan, c'était des petits formats. Ouais. Mais c'est ce qui m'a amené aux comics à l'époque. Donc, je sais pas, c'est peut-être pas les dessins. Enfin, je saurais pas dire, mais c'était Chéret qui dessinait Rahan, et c'est vrai que son personnage avait toujours une allure athlétique. Aussi ce côté un peu surhomme. Donc, Rahan, j'aimais. Le fils des âges farouches, hein, c'est ça, je crois. et j'ai eu la chance de le rencontrer, Monsieur Chéret, qui malheureusement est décédé. Mais à l'époque où j'organisais un festival de BD, c'est un monsieur qu'on avait récompensé, on lui avait remis un prix, et on avait longuement discuté ensemble sur la genèse de Rahan et autres. Et c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Et il avait fait d'autres BD comme Domino, qui était un peu plus humoristique. Qui se passait autour des mousquetaires, tout ça, mais ça n'avait pas pris. Par contre, Rahan, c'était le succès, c'est ce qu'il disait, le succès, ça tient pas grand-chose en fait. Hein. Non, mais ils en avaient fait un dessin animé. Moi, je sais que j'avais les BD et les dessins animés du coup à mon époque, et ça avait un certain succès. Enfin, tout le monde connaissait le coutelas de Rahan. Donc, les dents en collier. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, je vais passer à la question suivante, hein, qui est somme toute très compliqué, c'est souvent une question redoutée. Alors, ta console et ton jeu vidéo préféré, on va t'essayes de faire... En fait, je pense qu'il faut que tu réfléchisses à les premiers jeux et les premières consoles qui te viennent en tête sans... tu sais, là, je vais te décevoir, mais à la fois ceux qui me connaissent savent que je vais répondre la PC Engine. Oui, moi je savais que tu allais dire ça. Voilà, ça a été la console qui m'a le plus marqué, si tu veux. J'ai commencé donc avec l'Atari 2600. Ensuite, je suis passé au Vidéopack GX 4200+. Je ne sais plus la terminologie exacte, mais c'était le Vidéopack Plus. Et puis, c'était le 4700, voilà. Le G4700, qui m'avait marqué, si tu veux. Ça m'avait marqué, mais j'étais quand même déçu du Vidéopack. Après, en termes de... Bon, j'ai passé les ordinateurs, mais parce que j'ai ouvert Commodore 64. Pareil, avec à chaque fois son lot de surprises et puis de plaisir aussi. Hein. Mais la console qui m'a le plus, entre guillemets, impressionné, c'est vraiment la PC Engine, parce qu'on arrivait effectivement dans les années 90. Je jouais sur Sega Master System et j'adorais ma Sega Master System. Hein. J'ai jamais été NES, moi, tu vois. J'ai toujours été plutôt pro Sega Master System. Je trouvais que les couleurs de la NES n'étaient pas belles. Je trouvais que ça bavait, si tu veux. Et que le signal d'une... Ce qui est vrai, hein. Et que la Sega Master System offrait une meilleure qualité d'image. Enfin, voilà, c'était peut-être... En fait, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que le matériel qu'on avait à l'époque faisait que c'était comme ça, parce que c'était pas du RGB. Enfin bon, il y avait plein de raisons qui faisaient que l'image était crado sur NES, hein, c'est vrai. Hein. Et maintenant, en y rejoignant, grâce aux émulateurs ou aux modifications de console, on arrive à avoir des NES avec des très bonnes résolutions et en RGB. Mais c'est vrai que la Master System, en termes de qualité d'image, était vraiment au-dessus, quoi. Enfin, à l'époque, du moins. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et donc, de toute façon, c'est pour ça, Gunhead, j'imagine que ça vient du jeu PC Engine. Voilà. De toute façon, pour moi, ça a été un alignement des planètes parfait, parce que je l'ai commandé chez Shoot Again, un peu au hasard, en me basant uniquement sur ce que la presse spécialisée en disait, parce que je ne l'avais jamais vu en vrai, la PC Engine. Donc, je l'ai commandé chez Shoot Again. Première fois que je la reçois, je suis un petit peu déçu, parce qu'en fait, je m'attendais effectivement, tu vois, comme sur Sega Master System, tu avais une notice en français, tu avais un beau packaging, tu avais des trucs un peu ne serait-ce qu'une notice en français, c'était important. Et là, en fait, c'était un truc japonais. Il y avait un peu de noir sur la console, pas d'huile ou je ne sais quoi, mais un peu de crasse, parce que le gars, en fait, avait soudé la prise Péritel à l'intérieur de la console, donc il l'avait percé. Donc tu voyais que c'était du bidouillage, ça faisait pas un process industriel. Bien sûr. Mais c'était obligé, en fait. Hein. Et puis, un gros stress pour moi, parce que je ne savais pas si ma télé acceptait le 50 ou 60 Hz. Mes parents avaient heureusement changé de télé récemment, à l'époque, donc je me disais, bon, le gars au téléphone, il m'a dit,
si votre télé est récente, ça va passer, mais si c'est du 60 Hz, si c'est du 50 Hz, ça passera pas parce que la console est en 60 Hz. Donc, et là, si tu veux, au début, un a priori un peu négatif en me disant ah putain c'est dégueulasse, les gars ils ont soudé ça comme ça. Enfin, j'étais un petit peu déçu du soin apporté au colis puis à la console. Et quand j'ai branché avec le jeu Gunhead, ça a été un choc incroyable parce que je jouais à la Sega Master System. Bon, et c'était plan-plan. Voilà, c'est le jour et la nuit, non mais bien sûr. Voilà, puis là, d'un seul coup, ça saute de partout, tu as des personnages énormes. Et puis après, ça a été l'évolution, c'est-à-dire qu'avec le CD-ROM, tu découvrais un autre univers, des musiques orchestrales complètement dingues. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment un choc. Après, dire que Gunhead, c'est mon jeu vidéo préféré, aujourd'hui, il a quand même méchamment vieilli. Et c'est difficile de dire ouais c'est mon jeu ever. T'as le droit, hein, ceci dit, hein, même s'il y a eu des meilleurs jeux après, tu sais, des fois les jeux du cœur ils sont plus importants que le meilleur jeu, enfin je sais pas. Alors par contre mon jeu préféré de cette époque c'est Far East of Eden Manjimaru. Tengai Makyo 2 qui n'est pas très connu, c'est un RPG entièrement en japonais, mais il y a tout un contexte, tu parlais du cœur. Là, moi, j'étais à l'université à l'époque. On achète Far East of Eden un peu au pif avec mon copain Jean-Luc, qui avait aussi une PC Engine. Lui, il avait pris Davis Cup, tu vois, sur CD. Moi, j'avais pris ce jeu-là parce que ça m'intriguait. Et puis, quand je l'ai branché, voilà, les dessins animés complètement exceptionnels. Et puis, je découvrais, mais quand je parlais pas japonais, c'était compliqué. Je file le CD à mon pote l'essaye et il me dit écoute, j'ai réussi à débloquer le passage parce qu'en fait je bloquais toujours dans la même zone et je dis je sais pas quoi faire. Et il me dit je pense qu'il faut manger du riz devant une statue. Ah bon? Je fais ouais, dis dans le menu parce qu'en plus on traduisait approximativement, tu vois, avec on avait des planches d'hiragana et de katakana, tu sais, pour traduire phonétiquement, tu vois, magic. Voilà, c'est cette écriture-là. Enfin, on essayait de se démerder un petit peu. Il y avait même Player One, je crois, qui avait diffusé ces planches-là pour que les gens puissent effectivement se familiariser avec les jeux japonais. Les items, tu vois, c'était toujours les mêmes trucs. Save, load, tu les repérais après facilement. Bon, mais là, par contre, on bloquait. Et donc, et en fait, c'était pas manger une brochette de riz devant une statue, c'était faire une offrande. Et à partir de là, tu avais effectivement le niveau qui se débloquait, tu avais accès à un bateau, tu pouvais aller un peu partout dans la map. Et là, quand on a découvert ça, c'était absolument génial. Et comme j'étais à l'université, j'avais sympathisé avec un professeur de français qui avait épousé une japonaise. D'accord. Donc, il avait enseigné le français au Japon. Il était revenu en France avec sa japonaise, Noriko. C'est génial. Ouais. Et puis, en fait, comme on adorait la PC Engine tous les deux, il nous a invités chez lui. Il avait qu'une PC Engine, moi j'avais le CD-ROM. Et Noriko nous a traduit en live ce qui se passait à l'écran dans Far East of Eden. Donc, on y a joué. Et c'était rigolo d'avoir une japonaise avec nous qui disait là, voilà, il vous demande de faire ça, ceci, cela. Et donc, voilà. Donc, c'est tout ce contexte qui fait que pour moi, c'était un jeu magique. C'est un jeu magique parce que, voilà, rencontre avec le Japon, c'est un jeu typiquement japonais. Et puis, tout ce qui est derrière, mon pote Jean-Luc qui me débloque le premier stage. Et puis après, je progresse avec l'aide d'une japonaise. Ouais. Et puis le côté frime, c'est-à-dire moi je prenais le train pour aller sur l'île. Je prenais mon interface unit en forme de valisette, tu vois. donc j'avais mon interface unit à la main et puis dans mon sac j'avais tous les câbles, les jeux, les machins, etc. On allait 2 heures à l'université puis après tout le reste de la journée on le passait chez notre ami à jouer au jeu. C'est des super souvenirs, ça. C'est des super. Voilà, souvenirs. Ouais, c'est. Trop bien. D'accord, super réponse, merci beaucoup. Alors là, j'ai une question qui va être un peu spéciale. Si demain on te propose un film, alors je vais essayer de clarifier, c'est-à-dire je sais bien que demain on t'a pas proposé un film, enfin peut-être, ou alors je suis pas au courant, mais si par exemple on te donnait l'occasion de faire un film, c'est pour voir un peu peut-être où l'état d'esprit, ou comment tu te situes, quel type de film ça serait ? Ça serait un film d'action? Est-ce que ça serait un film policier? Est-ce que ça serait un film... enfin voilà. Quel type de film écoute, moi je suis... Il y a un de mes films préférés, c'est No Country for All Men. Je sais pas si tu l'as vu. Je sais plus, peut-être. Je le connais, mais je me rappelle plus. Voilà, c'est un film que j'ai adoré pour son atmosphère, son ambiance, j'aime bien aussi les films de Tarantino.
J'aime bien cette ambiance-là et ce que j'aime aussi dans un film, c'est son écriture. Voir comment effectivement tu arrives à un dénouement ou pas de dénouement, parce que parfois tu restes un petit peu sur ta fin. Donc voilà, ce genre de film un peu décalé, un peu surprenant, c'est le genre de film que j'aimerais bien faire si un jour on me sollicite. Bon, pour l'instant, voilà, on va pas solliciter. Mais voilà, je pense que c'est un genre, que j'affectionne tout particulièrement. Il y a des films comme Burning After Reading, je sais pas si tu l'as vu. Celui-là, oui. Burn After Reading, ouais, je crois que c'est ça, Burn After Reading. C'est Burn, ouais. Burn, ouais. Pareil, c'est des films que j'adore, tu vois, dans l'écriture, donc pareil aussi, ou des films comiques, tu vois, comme Dumb and Dumber. C'est pour moi, oui, c'est vrai. C'est des films. Dernière fois, je regardais Hot Shot 1 et 2, tu vois. Ouais, c'était stupide, comme les Y a-t-il un flic et tout ça. Les films Zaz. Donc, c'est des films déjantés que j'adore parce que ça te sort ton ordinaire. Moi, des films, tu sais, où on te dépeint des trucs glauques, des trucs machin, etc. J'accroche pas en fait parce que la vie est triste. Donc pour moi, un film, c'est avant tout du divertissement. Tu vois, je le conçois comme ça. Et je dois être dépaysé. Tu vois, là, actuellement, j'ai regardé une série que j'adorais sur Netflix, c'est Sanctuary. C'est sur les sumo. Tu vois, la vie d'un sumo. Le côté complètement décalé de cette série, j'ai adoré. Parce que voilà, ça me dépayse. T'es plus en France, voilà, t'es parti au Japon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et voilà. Donc, c'est le principe d'un divertissement, hein, techniquement. C'est vrai que c'est pour un peu voyager, rêver, t'évader un peu de ta vie de tous les jours. C'est certain que des fois regarder des films ou des documentaires ou des séries un peu trop terre à terre. Alors je dis pas que c'est pas bien, hein, je dis juste que on voyage moins peut-être, c'est plus compliqué. Après, attention, je regarde aussi ce genre de, tu vois, j'ai regardé la série sur Tchernobyl, sur Fukushima. Oui. Ah mais c'est intéressant après, non mais bien sûr. Voilà. Là c'est pour ma culture personnelle, mais après voilà par contre le côté cinéma, tu vois, c'est toujours effectivement dans cette optique de voir pour moi c'est un grand écran, donc ça doit être exploité. Je trouve que Netflix en ce moment, même sur les mini-séries ou sur même les séries documentaires qui sortent, ils ont des trucs qui sont vraiment pas mal. Là j'ai regardé Arnold, donc il y a un documentaire sur Arnold, sur la vie d'Arnold Schwarzenegger. Il y a plein de trucs que j'ai appris que je savais pas, et c'est très bien filmé, c'est très bien fait, c'est super bien écrit, ils ont aussi ce genre de trucs. Alors, je sais pas si c'est vraiment bien pour le cinéma en vrai ou pas, toutes les plateformes comme ça de VOD, mais je trouve que quand même, on vit une époque où peut-être les gens, c'est vrai, sont durs à satisfaire. J'ai l'impression, sont de plus en plus difficiles. Et pourtant, il y a énormément de choix. Et je trouve qu'en qualité, par rapport à certains films qu'on avait dans les années 80, justement, j'ai l'impression qu'on a augmenté. Hein. Voilà, c'est peut-être l'écriture. Maintenant, il faut que ça aille vite. Peut-être le problème, c'est vrai que maintenant, il faut que ça aille vite. J'ai remarqué, les gens, si au bout de 5 minutes, il n'y a pas d'action, c'est mou. Enfin bon, je sais pas. Alors que j'ai l'impression qu'avant, on rentrait un peu plus dans la construction des personnages ou rentrer l'entière-matière dans les films ou même dans les documentaires, c'était comme ça. Maintenant, j'ai l'impression que c'est vite. Il faut que ça soit efficace tout le temps. Bon, après, c'est un point de vue. Moi j'aime bien les deux, hein, mais c'est vrai que j'ai remarqué. Après, le souci, c'est que justement, le développement des personnages se fait dans les séries. Moi, tu vois, j'ai adoré Narcos. Et à un moment donné, Pablo Escobar, tu le trouves attachant. Alors que c'est le pire criminel qui puisse exister à ce moment-là. El Chapo, c'est pareil. Je veux dire, ces séries-là où on pose les personnages, où on décrit effectivement leur psychologie et autres. C'est hyper développé maintenant dans les séries. Donc dans les films, maintenant t'es un peu frustré par un film parce que t'as pas la suite, tu vois. T'as raison. Donc c'est différent et je pense que justement on s'est habitué à des séries, on est très attaché à certaines séries. Moi quand j'ai découvert Game of Thrones, c'était pareil, c'était un choc, un choc personnel, tu vois, parce que je sais plus quand a eu lieu le premier épisode, mais tu vois, c'est peut-être en 2008. Quand j'ai découvert cette série-là, pour moi, j'ai retrouvé tous les ingrédients
de ce que j'aimais dans l'heroic fantasy, parce que quand j'étais jeune, j'avais adoré Conan le Barbare, justement, avec Arnold Schwarzenegger. C'est vrai, je voulais en parler d'ailleurs de ça. C'est dans les BD tout à l'heure. J'allais te dire, moi j'ai été élevé aussi à Conan le Barbare. J'avais pas mal de bandes dessinées Conan et je me rappelle à l'époque justement du film avec Schwarzenegger et ce mode d'ailleurs on voit bien dans le jeu vidéo. Je me rappelle comme ça de tête les jaquettes de Golden Axe ou comme ça où t'avais le mec viril, musclé à la Schwarzenegger et c'est vrai que c'était une super période et ouais et tu vois c'est marrant que t'en parles. J'ai oublié de citer Conan. C'est vrai que Conan ouais tous ces trucs là ça m'avait vraiment marqué. Effectivement dans Game of Thrones on peut retrouver ce côté là. Tout l'univers de Tolkien, un peu, enfin toute la fantasy, c'est vrai que c'est quelque chose qui, avec les Donjons et Dragons, et qui je trouve était vraiment florissant et continue d'exister. Et c'est intéressant cette fantasy. Ouais. Et puis tu vois, c'est-à-dire qu'un média t'attirait forcément vers autre chose, parce que moi je me souviens, après avoir vu Conan le Barbare, je me suis intéressé à l'écriture du livre. Ouais. Qui avait été faite par Robert Irvin Howard. Et Howard, tu vois, donc j'ai lu Conan le Barbare pour voir si le film était conforme. Était raccord, ouais, conforme. Et j'ai adoré. Et puis après, je me suis rendu compte que le gars, il avait écrit ça quand il était, je crois, encore mineur, tu vois, quand il a fait Conan le Barbare, mais il avait fait aussi Solomon Kane. Ouais. Et j'ai adoré Solomon Kane. Donc, et à l'époque, la culture se propageait comme ça. Pas forcément, on pouvait dire, oui, un film comme Conan le Barbare, c'est nul. D'un point de vue intellectuel, mais en fait non, parce que ça déclenchait de la curiosité. Moi j'avais lu les livres, après j'ai aussi eu les BD Conan, parce que l'univers d'Heroic Fantasy me plaisait. Non, et puis ce qui marquait à l'époque, c'était les paysages. Je sais pas si tu te souviens, moi, je sais que pour l'époque, ce qui m'avait marqué, c'était les paysages. On voyait des paysages entièrement dépaysés. Il y avait ce côté-là où l'image était jolie. Le film, il a vieilli, certes, mais quand on le regarde encore, il a une jolie pellicule, je trouve. Et pas tous les films étaient comme ça. C'est vrai que les endroits qui avaient été choisis, même pour le film, donc ça faisait rêver, quoi. On était dedans. Puis c'est vrai que c'était à l'époque où justement, l'époque des musclores et tout ça, où l'homme viril musclé en slip, ça rendait bien au cinéma. Donc voilà. Écoute, je vais te poser donc une question toute bête. Ton meilleur, mais toute bête, mais peut-être compliqué, hein, ton meilleur souvenir sur ta chaîne. Quand je dis ça, c'est depuis la création de ta chaîne, ça peut être n'importe quoi. Ça apporte, on sait que ça apporte beaucoup, finalement, quand on ouvre une chaîne YouTube, ça peut apporter des fois des tracas, mais ça peut aussi apporter beaucoup de choses positives, en tout cas des rencontres intéressantes ou quoi. Donc, est-ce que tu as un souvenir comme ça qui t'a marqué depuis que tu as ta chaîne YouTube ? Le fait justement de sortir de la chaîne, c'est-à-dire que rencontrer des personnes comme toi, c'est-à-dire sans ma chaîne, j'aurais pas pu entre guillemets aussi aller à la découverte d'autres choses, de m'imprégner de cultures différentes. Sans ma chaîne, j'aurais pas pu rencontrer Biggie, Edge, Padawan, enfin aussi des abonnés de la chaîne. Olivier Mercier qui m'a fait les génériques, Alex Menchi qui m'a fait aussi des musiques, qui m'a autorisé à utiliser des musiques pour la chaîne. C'est toutes ces rencontres en fait qui pour moi sont des super souvenirs, parce que du jour au lendemain en fait tu te rends pas compte, mais certaines personnes te reconnaissent. Ouais, ouais. Et puis alors moi j'allais à des petites conventions et puis un jour il y a des gens qui me reconnaissent, et c'était Lovecraft qui aussi. Ah oui, je vois très bien. Et il dit hey Gunhead. Et j'étais surpris qu'il me reconnaisse, si tu veux, mais c'était l'un des premiers à me reconnaître, à me dire ah mais c'est Gunhead machin, etc. Et il y a un gars qui était là qui me dit hey, j'ai une PC Engine, tu peux venir me la dédicacer. Et tu vois, c'est des enchaînements comme ça en fait. Tu dis ouais, les gens ont de la sympathie pour toi, et puis ils te font aussi découvrir des trucs, tu vois, comme Cousin Hubert qui importe des machines complètement exotiques dont je rêvais dans ma jeunesse, mais moi je les voyais dans Tilt, dans Joystick, console plus tard. D'ailleurs, j'ai une photo compromettante de toi sur cette convention devant un Atari ST, mais bon, on ne dira rien. Et donc voilà, mais c'était pas un meilleur souvenir, c'est le fait effectivement de sortir de la chaîne. Ouais, et puis moi l'accueil qui a été fait pour mes bouquins, parce que faut rappeler quand même l'historique, les gens voulaient me donner
je sais pas, de l'argent. Donc je recevais des cadeaux. C'est-à-dire que, un exemple, le directeur de Sony Japon, enfin du studio qui a fait Astrobot, je sais plus son nom, ce Ah, studio-là en fait. Japan ouais, Studio, non, c'est pas ça? ouais. Japan. Ouais, Bon, il peut-être. s'appelle Nicolas Doucet. Nicolas Doucet adorait, enfin, j'espère qu'il adore toujours, adorait les vidéos que je faisais. Et puis un jour, il me contacte, il me dit, bah, donne-moi ton adresse, etc. Puis je reçois un colis du Japon avec des goodies Astrobot, machin, etc. Ah, super. Mais j'étais gêné, donc je lui dis, bah, tu sais, ça me gêne. Je dis, moi, comment je peux pas te rendre l'appareil? J'ai dit, tu me fais plaisir. Non, mais il me dit non, dis-moi, dis-je. Il dit, on peut pas s'abonner à ta chaîne, il n'y a pas de truc payant, il n'y a pas de Tipeee ou de trucs comme ça. Et j'avais envie de te faire plaisir. Et à un moment donné, je recevais comme ça à chaque fois des colis, des gens qui t'appellent, qui me disent, bah, est-ce que tu peux me filer ton adresse? Je voudrais t'envoyer des trucs, etc. Comment il s'appelle son nom m'échappe, c'est Demon Soul, mais voilà, il m'envoie aussi un colis avec des, enfin, j'avais mis, je reçois un colis avec des couches culottes parce qu'il avait eu des jumeaux, donc il avait D'accord. plein de paquets de couches culottes. Tu dois connaître ça, hein. Ouais, bien sûr. Je Ouais, suis en donc plein dedans, ouais. il m'envoie un paquet avec dedans, mais avec une Dreamcast, avec des jeux Mega Drive, avec un colis de fou, tu vois, avec Ouais. et ça me gênait. Donc à un moment donné, j'ai dit, écoutez, j'ai arrêté d'envoyer des trucs, je vais mettre en place un livre. Et puis, bah, si vous voulez, entre guillemets, soutenir ma chaîne, bah, vous achèterez le bouquin. Voilà, ce sera un moyen, entre guillemets. Parce que je suis de la vieille école, donc en fait, quand on me fait un cadeau, tu vois, je me sens redevable. Je vois très bien ce que tu veux dire, bien sûr. Et je me dis, bah merde, il faut que je rende l'appareil. Donc, tu vois, bah, alors, Nicolas Doucet, du coup, je lui ai envoyé mes inepties écrites pour le remercier. J'ai essayé de remercier ceux qui me faisaient des cadeaux, entre guillemets. Mais c'est compliqué parce que les gens, en fait, ont de l'empathie pour toi, ils veulent te faire plaisir. Bien Ils te sûr. font un cadeau et puis bah, tu sais pas trop comment les remercier. Parce que Ouais, moi, les vidéos, c'est du plaisir. C'est-à-dire quand je fais mes montages, même si et ça bien dure. sûr, tu fais pas ça pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit, bien sûr. Bah, la plupart de mes vidéos sont pas monétisées parce que je mets des gonzesses dedans. Donc, je ne suis pas. Non, mais puis de toute façon, si tu aurais vraiment voulu gagner de l'argent en faisant des vidéos, ça serait pas en faisant ce qu'on fait. Hein. De toute façon, clairement, on va pas se mentir. Par contre, c'est vrai que tes livres, au-delà de ça, c'est un livre, ça reste. Je trouve ça très intéressant. Un livre, ça reste. En plus, mine de rien, ça rajoute un peu à l'histoire du jeu vidéo, tout en détente et dans ton univers hein, qu'on connaît bien. Les gens qui connaissent tes vidéos, ils ont le livre. Et ils s'y reconnaissent dedans, en tout cas, ça c'est certain. Justement, je vais embrayer sur une question. Du coup, t'en es où sur la suite là? Est-ce que tu as des suites de bouquins ou est-ce que justement tu es un peu en pause là-dessus? Parce que bon, je vois que t'enchaînes. Est-ce qu'il va y avoir des suites encore? Bah écoute, j'ai de la matière pour encore au moins 4-5 livres. C'est-à-dire que il y a un truc aussi dont je n'ai pas parlé, c'est que j'adore écrire. Donc, tu vois, par exemple, j'ai écrit 2 romans. L'un d'Heroic Fantasy, enfin de Dark Fantasy, un autre politique, on va dire, science-fiction politique, qui n'ont jamais été publiés, tu vois. Mais j'adore écrire. Donc, ça, c'est aussi une de mes passions. Donc, enquiller des livres, à la rigueur, je pourrais en faire un tous les mois si je voulais. Oui, d'accord. Ouais, mais j'ai bien vu parce que j'ai de la matière. Là, en exclusivité, je peux te dire que je prépare aussi une très très grosse vidéo sur l'histoire de Nvidia. D'accord. Donc voilà, Nvidia de ses débuts en 93 jusqu'à nos jours. Donc j'ai écrit 40 pages, tu vois déjà. Tout ça va se transformer en vidéo qui va faire 2-3 heures. Ça se voit sur ta chaîne. Hein. C'est vrai que les vidéos courtes, ça n'existe pas trop chez toi. Enfin, je dis ça, mais c'est vrai. C'est toujours très écrit et c'est ce qui est assez impressionnant, c'est que la charge de travail qu'il y a derrière ça. Alors, je sais que tu le fais par passion, mais c'est pas donné à tout le monde effectivement et bravo hein, pour ça parce que même en montage et tout c'est quand même assez travaillé et ça se voit que tu y prends goût hein. De toute façon moi je l'ai vu même quand on a fait les conventions l'échange avec les gens le fait d'avoir quelque chose de physique comme ça à leur transmettre je voyais bien que ça te rendait enfin je sais pas on pourra pas dire ça heureux mais content quoi en tout cas ça c'est certain. Bah, si tu veux j'ai déjà eu 2 strikes hein. J'ai été dénoncé par un comité de féministes qui m'a élu bof de l'année 2020. Ouais.
donc qui ont dit que mes vidéos étaient dégradantes pour l'image de la Oh femme. là là. Ils m'ont fait des signalements YouTube, ce qui fait que j'ai dû me justifier, expliquer que Gunhead, c'est un personnage qui est bloqué dans les années 80, donc il y a encore les codes de ces années-là et qui, bah voilà, qui Bien aime bien sûr. mettre des gonzesses comme dans Benny Hill, comme dans Colaro Bah, Show. bien sûr. Ouais, Voilà, mais mais oui, non, mais il c'est n'y ça. a rien de pornographique, hein. Il y a rien de Oui, pornographique. non, mais c'est. Après, tu sais, c'est dans l'air du temps. Hein. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est un peu dans l'air du temps. J'ai l'impression que les gens vont voir le mal où il y en a pas forcément des fois aussi, et c'est vrai que c'est un Alors, peu compliqué là-dessus. alors, si tu veux, je me suis toujours dit, si jamais la chaîne, voilà, si jamais la chaîne venait à fermer, au moins, bon, il existera encore les livres. Oui, oui, Euh, oui. Tu auras une et trace. même là, pour les deux derniers qui sont les Babes, donc le prochain livre pour répondre à ta question, ça va être le tome 3 des Babes. Ouais. J'ai eu, mais alors, les gens ne s'imaginent pas à quel point ça a été compliqué parce que Amazon m'a demandé de justifier pour toutes les Babes l'âge des mannequins en disant attendez, vous utilisez une image, il faut une copie de sa carte d'identité pour Ouais, prouver c'est qu'elle ça. a 18 ans. Ah là là. Il faut son autorisation écrite, mais je dis mais c'est impossible. Je veux dire, c'est des photos d'Atari, de Ouais, Capcom c'est ça. des années 80, de Konami. Elles sont Comment vous voulez. forcément, elles sont forcément majeures. Mais non, mais comme il y avait des représentations de femmes, Bien sûr. et c'était des publicités, il y a beaucoup de publicités dans mes bouquins sur les babes, ou des articles de presse de l'époque, ou Bien des sûr. captures de. Et putain, ça a été hyper compliqué, c'était chaud. Les deux livres babes ont failli ne pas exister à cause de toute cette réglementation qui existe maintenant et qui est un véritable frein. Donc, après, quand tu expliques et que tu tombes sur quelqu'un qui est intelligent, ça va, ça passe, mais tu tombes sur quelqu'un qui est bête et discipliné, il va dire bah non, mais moi, il me faut une copie de sa carte d'identité, Bien sûr. une copie, une autorisation écrite de sa part. Elle l'a donné l'autorisation, parce qu'à l'époque, elle a fait une Mais publicité. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais bon, Bon, écoute, c'est compliqué, quoi. ouais, on verra bien hein, pour la suite, mais c'est vrai que ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Question, quel projet ou rêve aimerais-tu concrétiser? Donc ça peut être pour ta chaîne. Comment vois-tu ton avenir, quoi, en général, peut-être en tant que chaîne, ou qu'est-ce que t'as pas fait que t'aimerais faire, ou peut-être t'as déjà réalisé hein, le projet que tu voulais faire, et puis voilà. Non, alors ce que j'aimerais faire, c'est des voyages, c'est-à-dire peut-être aussi en lien avec la chaîne. C'est-à-dire Bien sûr. j'aimerais vraiment aller au Japon. Alors D'accord. Florent Gorge l'a déjà un peu fait, c'est-à-dire que j'aimerais retourner sur des lieux emblématiques. Ouais, Tu vois, c'est on vrai parle que souvent là, de. c'est pas mal, ouais. Voilà, tu te rends compte par exemple, alors bon, le Japon, lui, l'a beaucoup fait. Il a même fait en France, hein, il a été sur les traces de Nintendo France, tu sais. Ouais. Il a fait une vidéo là-dessus qui était très intéressante. Et moi, ça faisait partie effectivement d'un de mes projets, c'est-à-dire qu'en en Californie, dans la Silicon Valley, c'est là où quasiment tout est né. Donc, tu Ben vois, oui. j'aimerais retourner Surtout sur au siège les social micro-ordinateurs de l'époque et tout. Mais voilà, ouais. j'aimerais retourner au siège social de 3DO à l'époque, Ouais. mettre une photo de Trip Hawkins comme dans mes vidéos, tu vois, me taper des délires par rapport à ça, parce que tu as un concentré de sociétés qui ont façonné l'histoire des jeux vidéo qui est tout simplement incroyable. Retourner sur, tu vois, la base de Sega of America, de Atari aussi, enfin Apple, toutes ces entreprises qui ont foisonné dans la Silicon Valley, faire un reportage là-dessus. Ça serait un de mes rêves, tu vois. Mais derrière, effectivement, il faut du budget, du machin, etc. Donc, ça sera sans doute, puis du temps surtout. Moi, c'est le temps qui me manque. Ouais. Donc, On te le souhaite, peut-être dans quelques années, écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Eh bien, super. Écoute, je vais te donner le mot de la fin. En tout cas, moi, juste avant de te laisser parler, je te remercie. J'ai passé un super moment avec toi. Je sais que tu fais partie des gens peut-être les plus sincères et passionnés que je connaisse hein, en tant que youtubeur, du moins dans ce milieu-là. Je pourrais citer des DGJX par exemple aussi. Paul, voilà, vous faites partie de ces gens, je trouve, qui arrivent à transmettre quelque chose. Et pour ça, moi, en tant que déjà viewer de ta chaîne, je te remercie déjà pour ça. Je te souhaite le meilleur pour la suite de la chaîne. J'espère qu'elle va perdurer longtemps. Tu vas continuer à nous partager
tes vidéos qui sont quand même à la fois humoristiques et sérieuses et travaillées. Et franchement, pour ça, bravo, t'as une jolie plume. Et voilà. En tout cas, merci pour ces compliments, ça fait chaud au cœur. Et c'est réciproque, hein, parce que tu es aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Hein. Effectivement, on s'est vu à la Edge et on a pu échanger. Je sais que tu es plutôt dans le domaine musical, hein, c'est plutôt ton. Oui, c'est vrai. Moi, le mot de la fin, tout simplement, effectivement, remercier celles et ceux qui me suivent depuis le début, qui m'encouragent à continuer, parce que tu le sais en tant que youtubeur, ce qui te motive, c'est le public, hein, comme on dit, pas de public, pas de clown. Et moi, c'est ce qui m'encourage effectivement encore à continuer, parce que plus d'une fois, je me suis dit, bon, je me casse quand même un petit peu je fais beaucoup de trucs pour pas grand chose, parce que c'est vrai, quand tu fais des vidéos très longues et que tu as 500 vues ou 600 vues, bon, est-ce que ça vaut le coup finalement de se casser le popotin, alors que. Et qu'on le veuille ou non, moi je me suis rendu compte que c'est mine de rien, même si dans le principe, on peut dire on s'en fout un peu des vues. Mais c'est vrai que quand tu travailles, tu passes du temps sur une vidéo, on peut pas nier que ça fait plaisir de voir qu'elle a été regardée et qu'elle a été partagée et que les gens ont apprécié. Sinon, on ferait pas de vidéo. Enfin, on fait quand même des vidéos pour qu'elles soient vues. Alors, évidemment, après, on demande pas. Enfin, moi, pour ma part, je ne demanderai pas forcément des millions de vues ou quoi, mais c'est vrai que des fois, malheureusement, c'est pas les vidéos qu'on voudrait qui marchent le plus. C'est-à-dire que c'est pas celle qu'on a souvent le plus travaillé qui fonctionne le plus. J'ai l'impression que c'est un peu partout, hein, sur YouTube, ça a toujours été. J'ai toujours entendu un peu ça. Malheureusement, c'est pas tout le temps la qualité qui fonctionne sur les réseaux en général, mais par contre, c'est très enrichissant. Enfin, je sais pas pour toi, mais et puis ça permet de faire quand même ce qu'on aime. Hein. C'est le principal, quoi. Moi, de toute façon, ça a toujours été ma ligne de conduite, hein, depuis que que j'alimente la chaîne, que j'ai 50 abonnés, 1000, 5000, 10 000. J'ai toujours, si tu veux, conservé ma même ligne. Et c'est le conseil que je pourrais donner en conclusion, c'est de toujours continuer à faire ce qu'on aime. Essayer aussi de ne pas répéter ce qui se fait ailleurs, parce que en fait, tu as beaucoup de chaînes qui se clonent. Et quoi qu'on en dise, le rétro gaming, c'est une niche. Hein. Justement, la Edge, j'en avais parlé avec Psyodélique. Il me dit, le jour où je faisais que du rétro gaming, il dit, je me cassais le cul à faire, tu vois, un peu une ambiance entre potes. On se mettait autour d'une table avec des micros, on parlait du rétro gaming et ça faisait 500 vues. Le jour où j'ai commencé à faire des dramas, ça cartonnait. Et aujourd'hui, il a pu développer sa chaîne avec plus de 200 000 abonnés. Et il arrivait même à 300 000, là, tu vois, il me semble. Ouais. Et il faut avoir conscience de ça, c'est-à-dire qu'on est sur une niche. On parle pas des jeux vidéo récents, on parle pas des jeux vidéo, etc., qui font l'actualité. Donc, c'est pas évident, hein, de se renouveler. Hein. Moi, je sais que malheureusement, des fois, tu veux faire des vidéos sur un sujet. Des fois, je m'en suis pas rendu compte. Tu te rends compte que le sujet a déjà été traité, donc mais bon, ça c'est comme ça. Après, ça va être la manière de le faire. C'est pas toujours évident. Je pense qu'on essaye tous de faire un peu ce qui nous fait plaisir, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis mine de rien, il y a de plus en plus de nouveaux arrivants, même sur YouTube. Et c'est clair que c'est pas facile. Mais bon, écoute, le tout c'est de le faire avec plaisir. Et puis ça permet, comme je disais aussi, mine de rien, de rencontrer des gens. Rien que par rapport à ça, je trouve que ça vaut le coup. C'est hyper enrichissant et ça permet de rencontrer des gens, ça permet d'en apprendre aussi, puisque forcément quand on s'intéresse sur un sujet, des fois, moi je sais que, tu vois, je sais pas pour toi, mais quand tu te dis tiens, je vais faire une vidéo sur ce jeu-là, du coup tu fais des recherches et t'apprends des trucs que jamais peut-être t'aurais su si jamais t'avais creusé ou pas. Donc c'est vrai que ça c'est super enrichissant aussi, hein, mine de rien. Je sais pas ce que t'en penses, mais écoute, là tu me spoil quelque part, parce que c'est justement ce que j'allais dire. Si tu veux, j'ai écrit une nouvelle histoire. Enfin, j'écris l'histoire du Virtual Boy. Ouais. J'ai fait 30 pages, donc c'était une vidéo qui allait faire 3 heures. Et puis Conquerax en a fait une. Tu vois. Donc je me suis dit merde, je vais pas le faire, parce qu'on va dire il fait comme Conquerax. Ouais, bien sûr. Donc en gros il m'a grillé la priorité. Mais c'est pas grave, c'est le jeu qui veut ça. Et puis moi, j'aurai un traitement qui sera forcément plus Conquerax, son propre style. Moi, j'aurai mon propre style avec avec des babes qui vont apparaître, de la déconne, et puis effectivement un traitement beaucoup plus, on va dire, utilisateur
Parce que moi, je me mets Ouais. toujours, voilà, c'est un petit peu mon prisme, c'est je me Mm. mets du point de vue utilisateur dans le contexte de l'époque. Et je parle Bien souvent de sûr. choses que j'ai eues en ma possession, dans son contexte de l'époque. Donc voilà, c'est cette remise en situation qui fait que certains aiment bien ma chaîne, parce Mm. que ça leur évoque des souvenirs, et puis voilà, on fonctionne tous aussi avec la nostalgie. On aime bien Bien sûr. ça, donc voilà. Bon, ben écoute, merci beaucoup. Bon, c'était plus le mot de la fin, c'était le mot interminable, mais Désolé, je suis très bavard. non, non, mais moi c'est pareil. Donc, de toute façon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Goned, d'être venu sur la chaîne. Hein. Je vais inviter tous les abonnés pour ceux qui ne l'ont pas fait, à s'abonner à ta chaîne, s'abonner à cette chaîne-ci, à nous dire dans les commentaires hein, si, ce que vous avez apprécié, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment passé avec toi. J'espère à très bientôt. Hein. Et puis, ciao tout le monde. Salut, salut David. Ciao. Salut, à très bientôt.